Donc, je vous propose aujourd'hui un exercice quelque peu dérangeant à la fois pour les sociologues, à la fois pour les philosophes, c'est-à-dire cette mise à l'épreuve ethnographique des concepts de la philosophie qui part d'un double constat d'incapacité en fait des disciplines pour rendre compte de l'opérativité politique du peuple dans un certain nombre de contestations, de mobilisations collectives et aussi d'appropriation de la démocratie par le bas. Donc il y a deux constats qui innervent cette communication et qui, disons, constituent sa raison d'être entre les disciplines, entre sociologie et philosophie politique. Un premier constat, les nouvelles mobilisations apparues en concomitance avec la crise financière puis sociale de 2009-2011, comme le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, les Indignados en Europe et en Espagne, le mouvement 99% en Italie, au lieu d'être portés par une théorie anticapitaliste cohérente, fondée sur une critique de la théorie de la valeur marchande, donc sur un retour aux origines, s'appuie souvent sur la capacité évocatrice et la puissance instituante du sujet peuple. Donc, où on met en effet le peuple dans sa fonction critique et contestataire contre, disons, l'abstraction du peuple dans la démocratie représentative, dans l'ordo legis, c'est-à-dire l'ordre de loi de la démocratie représentative. Deuxième constat, les gouvernements populistes en Amérique latine et sur des formes plus ébauchées en Europe, des formes instat nascendi, tendent à hériter des stigmatisations intellectuelles de la droite populiste européenne. C'est-à-dire que devant Mélenchon, on est amené à dire Mélenchon fait le jeu de Marine Le Pen sans s'interroger effectivement sur ses effets politiques du côté des acteurs sociaux et notamment des acteurs populaires. Et Chavez est antisémite. C'est-à-dire, par-delà, effectivement, une analyse cohérente de son discours, il est antisémite puisque la droite populiste l'est ou semble l'être. Dans les deux cas, nous sommes donc confrontés aux relations problématiques et paradoxales entre une démocratie insurgente, qu'il faut penser, et son sujet profond, qui serait le peuple. Avec son amphibologie, c'est-à-dire son ensemble de tensions et contradictions conceptuelles entre le démos, la plèbe et l'ethnos. Face à ces deux constats qui amènent à repenser l'émancipation démocratique en lien avec son sujet, le peuple, la sociologie et la philosophie politique semblent être étrangement démunies. La sociologie a toujours eu du mal à penser l'émancipation. Pourquoi? Pour une raison très simple, puisque l'émancipation est précisément la sortie des lois sociales, et donc des assignations sociales qui deviennent des statuts, alors que la sociologie s'en est faite traditionnellement la science tutélaire, d'une part. Donc l'émancipation, si l'individu s'émancipe politiquement via son faire-part d'un peuple à faire, donc double problème, comment penser sociologiquement se faire part et cette affaire du peuple, qui est de l'ordre de l'utopie, comment rendre compte de cette émancipation politique à travers le regard sociologique. Toutes ces questions ne renvoient pas seulement aux difficultés de la sociologie pour penser l'émancipation, mais également à ces difficultés pour penser tout simplement le politique et le distinguer de la politique au sens de Rancière. La sociologie tend en effet à penser la politique comme un ensemble d'institutions, de socialisation et de mobilisation, mais à éviter la question de l'accès aux politiques, et notamment l'accès conflictuel aux politiques, qu'elle renvoie toujours à autre chose, soit à des trajectoires militantes, dans le cadre de la sociologie du militantisme, soit aux rétributions symboliques, dont on a des grands exemples dans la science politique française, soit à l'impossibilité conceptuelle de la violence symbolique, dans le cas de Bourdieu. Je vous renvoie à la critique éclairante de Rancière dans Le philosophe et les pauvres, et notamment dans le premier chapitre, où il pense effectivement l'impossible politique de la violence symbolique. Du côté de la philosophie, on a aussi des contradictions. On pourrait penser que, effectivement, la philosophie de Torinegri, d'une part, donc la philosophie des multitudes, et d'autre part, la nouvelle philosophie de la démocratie insurgente, donc dans la tradition de Claude Lefort et Miguel Abensour, pourrait nous donner des outils conceptuels pour penser ce rapport
de coalescence entre le peuple et la démocratie, et l'émancipation démocratique. Mais en effet, dès lors que l'on regarde avec plus attention ces philosophies, les contradictions semblent redoubler. Pourquoi? D'une part, la philosophie de Toni Negri, qui hérite d'un néomarxisme aux teintes ouvriéristes, traduit ces nouvelles forces instituantes, je vous l'ai dit, avec la puissance politique de la multitudo spinozienne. Mais en effet, cette multitudo est de l'ordre d'une abstraction conceptuelle qui n'est jamais confrontée avec un regard sociologique et ethnographique avec le contenu des mobilisations antisystémiques dont il est question. C'est-à-dire que Toni Negri abstractise énormément le contenu des mobilisations sans jamais effectivement faire une sociologie des acteurs contestataires. D'autre part, dans le cadre de la démocratie insurgente de l'effort et à Mansour, qui avait évidemment d'un grand éclairage pour comprendre ces nouvelles formes contestataires de la démocratie, le peuple ne fonctionne jamais comme un opérateur légitime de politisation. Au contraire, il présuppose, par l'identité qu'il sous-tend entre le leader et le sujet peuple, depuis Machiavel jusqu'au leader populiste, une incarnation du lieu vide de la démocratie, donc l'annihilation du conflit et la latence d'une transformation totalitaire de la démocratie. C'est-à-dire que dès lors que l'on parle de peuple dans la nouvelle théorie démocratique, on présuppose immédiatement une transformation fût-ce imperceptible entre le peuple comme opérateur de contestation, donc comme opérateur de conflit dans la démocratie, et son incarnation dans le leader, dans le corps du leader, qui vient subsumer la latence vide de la démocratie, selon la théorie classique de Claude Lefort. Donc, à travers un détour ethnographique qui nous amènera sur le terrain des mouvements populaires latino-américains, dont je crains ne pas pouvoir vous restituer la richesse ethnographique avec des extraits d'entretien faute de temps, brevitatis causa, mais disons, si on voudra approfondir cette question par la suite, on pourra y revenir avec les questions. Donc, je vous demande de me faire confiance sur les résultats de mon enquête et donc de voir juste la jonction entre l'approche sociologique, donc les résultats de l'enquête sociologique, et la partie plus philosophique. Avec tout un ensemble de questions. Donc, comment cet opérateur peuple fonctionne sur le terrain des mouvements populaires, avec un cas d'étude qui a été quelque peu anticipé, qui est celui de ces comités locaux de planification qui donc s'inscrivent dans la gestion décentralisée des politiques publiques au Venezuela et en Bolivie, donc qui sont institués par un gouvernement populiste, qui ont fait les piliers de ces politiques du peuple, de l'appel à un peuple qui doit se faire, dans des quartiers donc déshérités, en déshérence, avec des acteurs populaires qui ont été traditionnellement exclus de la politique et de l'espace public, et qui donc sont amenés à agir à travers la participation. Donc essentiellement, ce sont des comités de décentralisation des politiques publiques où s'est créé des espaces publics entre habitants des barrios, donc de ces espaces de relégation, de clientèle, de barbarie, au sens de la démocratie vénézuélienne avant Chavez. Et ces acteurs donc, se forgent leurs propres outils de la critique, de la participation, de la démocratie. Donc il est intéressant de voir comment, dès lors qu'un leader populiste promeut à travers un appel au peuple des dispositifs de réalisation de ce peuple en action, comment ce même opérateur agit dans le discours des acteurs populaires eux-mêmes qui le constituent à travers la participation. Et notamment voir s'il y a des espaces de conflit, des dialectiques conflictuelles entre les deux peuples. Le peuple du pouvoir, donc le peuple de Chavez ou de Morales, et le peuple de ces comités locaux de planification, qui sont les conseils communaux de planification publics. Aujourd'hui, ça s'appelle comunas, en lien avec la commune de Paris, au Venezuela, et en Bolivie, ce sont les juntas vecinales, donc pareil, des comités de voisinage qui ont été fortement investis par Evo Morales, avec notamment des financements publics très importants. Avec des questions qui sont les suivantes. Dès lors que les acteurs accèdent
à l'espace du conflit démocratique par les biais du peuple, la pente antipolitique, antidémocratique, totalitaire devient-elle inévitable? Le peuple fonctionne-t-il toujours comme une hypostatisation théorique, pour parler le langage des philosophes, susceptible d'autoriser par ses instincts abjects une domination sans entrave, une exclusion du traître, de l'ennemi du peuple, une division de la communauté entre amis et ennemis au sens schmittien? Ne peut-il fonctionner, au contraire, comme le nom d'une opération politique reliant acteurs, idéal démocratique et constitutio libertatum, c'est-à-dire amour des lois, création d'un amour de loi, comme dans le cas du peuple étudié par Sophie Vanik dans La langue patience du peuple, sur la Révolution française, le moment patriotique, le sursaut patriotique de 1792. Donc, je vais axer la communication très rapidement en 3 parties, en étant extrêmement synthétique. Donc, dans la première partie, je voudrais mettre à l'épreuve Balibar. Alors, Balibar nous renseigne, effectivement, dans 3 concepts de la politique, qui est un chapitre de la crainte des masses, sur un principe qui est, à mon avis, fondateur de sa philosophie, un peu sa trame, qui est l'indissociabilité de la subjectivation individuelle et de la subjectivation collective. Très simplement, Balibar nous dit, pour accéder à l'état de démos, il faut devenir sujet individuel, et le démos est une forme de subjectivation collective, c'est-à-dire indissociabilité de l'individuel et du collectif dans la production politique d'un peuple. Ce qui amène en sociologue à casser une barrière qui est très très enracinée dans les pratiques et dans la méthode, qui est la barrière entre l'individualisme et l'holisme méthodologique, c'est-à-dire pour penser l'accès aux politiques des dominés via le peuple, il faut essentiellement penser l'indissociabilité d'une subjectivation individuelle et d'une subjectivation collective. En d'autres termes, il faut penser, c'est impensable, que l'accès aux politiques des exclus d'une démocratie implique que le devenir sujet individuel est indissociable du devenir sujet de la communauté politique d'appartenance. Voilà, et c'est un concept très important que j'ai retrouvé dans 2 représentations populaires de la démocratie, suite évidemment à l'installation de ces comités de planification, qui sont la démocratie des droits et la démocratie des égaux. Dans la démocratie des droits, les acteurs populaires font état d'un accès, de l'impression d'avoir gagné, au sens arendtien, un droit à avoir des droits par la participation. Et ce droit à avoir des droits implique l'indissociabilité de la citoyenneté subjective, donc du côté de la théorie du droit classique, et de l'accès de la communauté à un état de droit. On a accès à un état d'aimant de droit comme sujet individuel et comme sujet collectif. Deuxième représentation, je suis obligé d'aller très rapidement, la démocratie des égaux, c'est-à-dire les acteurs font l'épreuve de l'égalité par la prise de parole dans ces comités de délibération, et cette égalité de la prise de parole constitue la caution d'une égalité symbolique entre eux et les habitants de la ciudad, donc les classes moyennes, etc., les acteurs, les citoyens légitimes de la démocratie vénézuélienne. Donc, par l'expérience de l'égalité dans la prise de parole, on accède à un état d'égalité dans la société, et donc, voilà, à l'état démocratique. Dans les 2 cas, indissociabilité de l'individualité et du collectif, puisque aussi dans la démocratie des égaux, c'est par l'expérience que j'ai appelée du périclès populaire, c'est-à-dire de l'accès en quelque sorte à un état de singularité par la prise de parole, que l'on fait l'expérience de son faire-part du peuple. Donc, maintenant, j'en viens très rapidement à Laclos. Laclos nous apporte dans la raison populiste un cadre théorique fondamental pour comprendre la nature démocratique du populisme. Donc, en problématisant, en s'attaquant essentiellement à la relation de représentation au cœur de la démocratie néolibérale, dans la raison populiste, il cerne, si vous voulez, la différence entre la démocratie représentative telle que nous la connaissons et la démocratie populiste. Dans la démocratie représentative, la volonté populaire, en quelque sorte, n'a pas besoin d'être formée. C'est-à-dire que la représentation agit, en effet, sur des mécanismes et des dispositifs de représentation déjà là.
dans le cadre de la démocratie populiste, le problème, c'est essentiellement l'inexistence, l'absence de ces dispositifs de représentation. Donc il faut former une volonté pour que le peuple puisse être représenté. Et, selon Laclos, donc, le populisme réformule la relation de représentation à partir des demandes insatisfaites des non-représentés, des exclus de la démocratie. Donc il repense la démocratie à partir d'une volonté politique qu'il s'agit de constituer, et donc qu'il fait exister par l'opération hégémonique. J'ai retrouvé cette idée d'une relation de représentation à refaire par rapport à la démocratie représentative dans une autre représentation démocratique très, très opératoire dans le cas de ces comités populaires, la démocratie du consensus. C'est une forme démocratique qui a été étudiée aussi par David Recondo dans les comités populaires indiens, donc au Mexique. C'est une représentation de la démocratie qui fonctionne de la manière suivante. Sur un paradoxe, la raison principale d'une bonne représentation populaire est qu'il faut faire consensus, essentiellement. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu aller par-delà les divisions internes de la communauté. Mais en même temps, il faut accepter un minimum d'espace de pluralité à l'intérieur de la délibération. Donc c'est là le grand paradoxe qui était très opératoire dans les élections présidentielles au Venezuela maintenant, puisque d'une part, les acteurs disaient c'est très bien que la droite ait gagné les élections législatives en 2010 et que donc il puisse y avoir un vrai débat préélectoral entre Chavez et son opposant, Capriles Radonski, mais d'autre part, il ne faut pas que la droite nous sabote la révolution et que nous sabote les avancées du processus révolutionnaire. Donc, d'une part, l'acceptation d'un principe de pluralité, de l'autre, la substantion de cette pluralité dans la figure du leader qui doit être consensuel avec ses avancées révolutionnaires. Et enfin, j'en viens très rapidement à Rancière. Rancière pose une troisième définition du peuple, et avec son opérativité pour la sociologie, c'est l'émancipation populaire décalée. C'est-à-dire que, de manière très intelligente, entre la nuit des prolétaires et les scènes du peuple, le démos qu'il définit déjà dans la mésentente comme l'opération de totalisation de la communauté est surtout un opérateur de décalage. C'est-à-dire que dès lors que le peuple apparaît, il apparaît toujours là où le philosophe ne pense pas le trouver, d'une part, et qu'il apparaît comme décalage par rapport à une science ou à une idéologie de l'émancipation. Donc dans le cas de la nuit des prolétaires, c'est absolument évident, hein, le peuple apparaît en décalage avec l'idéologie saint-simonienne et notamment ces prophètes de l'émancipation qui sont les saint-simoniens, à travers tout un jeu de désidentification, d'identification des acteurs dominés qui essentiellement essayent de se devenir sujets par-delà la condition de prolétaire. C'est-à-dire c'est le grand paradoxe, c'est pour ça cette rencontre impossible entre les prophètes de l'émancipation et les acteurs populaires, puisque les acteurs populaires essayent essentiellement de devenir sujets par rapport à d'autres référents, en se constituant une vie dans la poésie, dans la littérature, une identité justement plus, disons, qui n'est pas celle du sujet populaire dominé tel que voulaient la reconstituer les saint-simoniens, puis les marxistes, bien évidemment. Et cette représentation est très opératoire, mais là je serai sur le mode de l'annonce parce que je n'ai pas assez de temps, dans ces moments du comité populaire où justement les acteurs populaires sont contrôlés par l'État populiste. Comment ils sont contrôlés? Par des inspecteurs du ministère de la participation populaire, qui pourra vous sembler une contradiction, mais qui est une évidence dès lors que le pouvoir s'ouvre à des comités de décentralisation. Donc des inspecteurs qui viennent contrôler la bonne organisation du comité. Et donc il y a des espèces d'assemblées où la communauté est totalement silencieuse et en attente et en respect vis-à-vis donc du prophète de l'émancipation qui vient expliquer comment ils doivent s'organiser. Et on retrouve en effet dans les discussions, dans des conversations amorcées, dans des jeux d'ironie, dans des jeux de décalage, dans des faux semblants, toute cette trame de décalage qui fait un peuple décalé par rapport à son leader populiste. Je voudrais conclure sur
donc un certain nombre d'apports philosophiques fondamentaux, de réflexions fondamentales. J'ai 3 minutes, n'est-ce pas? Vous en avez un, mais bon, allez-y. D'accord. Alors, l'apport philosophique, donc, à une réflexion sur les relations entre peuple, émancipation et démocratie, est tout à fait essentiel, vous l'avez compris. C'est-à-dire que la sociologie est essentiellement démunie face au peuple, sauf à le retrouver dans l'art ou dans la littérature, ou en faire autre chose, comme ce qu'on voit à l'œuvre dans les nouveaux mouvements sociaux. La sociologie rétive à la saisie de l'accès aux politiques des dominés, des exclus, dès lors que ce dernier n'emprunte pas le chemin du militantisme, comme je vous l'ai dit, est amené à voir dans ses comités de participation des institutions de support du régime populiste au penchant autoritaire. C'est-à-dire que, voilà, bon, c'est clair, le chavisme est un autoritarisme, donc les classes populaires ont une personnalité autoritaire, au sens d'Adorno, donc il n'y a rien à voir là-dedans. Davantage dans le cas du Venezuela de Chavez et que dans la Bolivie d'Evo Morales, la littérature sociologique insiste sur les relations de clientélisation, d'encadrement électoral et d'endoctrinement idéologique à l'œuvre dans ces institutions de la démocratie participative et protagoniste. À juste titre, j'ajoute, puisque effectivement ces processus sont à l'œuvre. Cependant, le sociologue à l'écoute des acteurs populaires, il voit aussi autre chose. En plus d'être des dispositifs de décentrement des politiques publiques, donc rentrant dans une réconfiguration des politiques publiques, ces comités sont des laboratoires du politique et de la démocratie pour des acteurs qui ont traditionnellement été exclus de la politique. Traditionnellement relégué à la condition d'habitant ghettoisé, de clientèle ou de barbare, l'acteur populaire y trouve l'espace d'élaboration d'une nouvelle forme politique en dialogue avec l'État populiste. Son accès aux politiques fait communier alors sans cesse deux pôles de l'émancipation démocratique, le pôle individuel du sujet et le pôle collectif du peuple. On devient citoyen par le faire-part d'un peuple et on se découvre sujet politique par son appartenance à un horizon de dépassement de l'individu. Mais comment élaborer alors une sociologie du peuple comme opérateur d'émancipation des acteurs populaires et plus généralement des exclus? Les 3 philosophies convoquées nous viennent en aide. La première par sa capacité à élaborer une anthropologie philosophique de la citoyenneté qui fait dialoguer individuel et collectif, communautaire et sociétaire. La troisième par une enquête systématique sur les formes d'émancipation populaire. La deuxième, par une réflexion sur les relations, je vous l'ai dit, entre raison démocratique et raison populiste. Ces 3 philosophies discutent, c'est vraiment mon conclusion, un héritage marxien, à mon avis. C'est-à-dire que chacune avec ses outils conceptuels, il s'agit de comprendre ce paradoxe posé par Marx, qui est, à mon avis, une impossibilité de Marx, de comprendre le politique. C'est-à-dire que la philosophie de Marx, la philosophie politique de Marx, est tiraillée entre la critique du droit hegelien, où effectivement il met en avant la dimension politique des collectifs et une démocratie insurgente, au sens d'Abensour, le moment marxien de la philosophie politique, dans la critique du droit d'Hegel, et le manifeste du matérialisme dialectique de 1842, dans la préface à la critique. Comment rendre intelligible, au sens de Marx, le lien entre hétéronomie de la politique et autonomie du sujet politique collectif, dont Marx reconstruit la phénoménologie historique? Comment expliquer la seule et unique réalité, je cite Marx, d'un ensemble de conditions institutionnelles de possibilité de l'émancipation populaire et de retournement de cette émancipation contre la vie de l'institution, ce qu'il dit dans la critique du droit hegelien, et en même temps l'hétéronomie de la politique face, évidemment, à l'économie. Cette contradiction reste au cœur de l'émancipation dès lors qu'elle dialogue avec l'institution, précisément. Et rien ne nous permet de la dépasser, sauf l'observation des décalages in situ que l'on peut observer dans les pratiques politiques. Il s'agit, comme le souligne Balibar, d'une aporie et non d'une impasse, pour autant. Aporie au cœur même du politique. Merci.